On va parler ostéopathie et on va parler particulièrement des cliniques ostéopathiques du SIDO qui sont bien au service des Ligériens. Et pour animer cette conférence, je suis avec David Caspari. Vous êtes ostéopathe et coordinateur pédagogique au SIDO. Tout à fait. Je vous laisse vous présenter et puis détailler votre propos. Merci. Merci à tous d'être présents. Merci au Progrès pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de voir ce bel événement que personnellement je ne connaissais pas et voir surtout que vous répondez présent. Alors, je vais vous présenter effectivement ce qu'on fait à l'école d'ostéopathie de Saint-Étienne, que certains peut-être connaissent. J'ai eu en tout cas sur le stand plein de personnes qui sont passées me voir pour me dire on connaît déjà le SIDO, on est déjà venu vous voir. Alors si ce n'est pas le cas, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait à l'école. Alors en quelques mots, j'aime pas trop ça, mais je vais quand même me présenter. Donc je suis ostéopathe depuis un petit peu plus de 10 ans sur la région stéphanoise. J'ai mon cabinet à Saint-Étienne, du côté de Bellevue. Et parallèlement, j'exerce une fonction de coordinateur pédagogique et d'enseignant au SIDO, qui est donc l'école d'ostéopathie de Saint-Étienne. Alors, je vous parlerai de ces 3 points. On va parler très rapidement de l'ostéopathie en France. Ensuite, je vous parlerai de mon domaine qui est celui de l'enseignement de l'ostéopathie pour vous expliquer un petit peu comment on forme les ostéopathes en France et à Saint-Étienne. Et je terminerai par la présentation des 2 cliniques pédagogiques qu'on a la chance d'avoir à Saint-Étienne. Alors, d'après une étude qui a été faite par un institut de sondage il y a quelques années, il y a 4 ans, on comptait 48% des Français qui avaient déjà consulté un ostéopathe et qui consultaient régulièrement un ostéo. 4 ans plus tard, on est bien au-delà des 50%. Donc on peut dire que l'ostéopathie, c'est une pratique qui est plébiscitée par les Français, qui est de plus en plus développée. Ce qui est d'autant plus marquant qu'on ait une profession qui est jeune en France. L'ostéopathie, certains d'entre vous qui peut-être avaient consulté des ostéopathes depuis 30 ans, 40 ans, voire peut-être même plus, mais l'ostéopathie est légalisée en France, c'est une profession à part entière depuis seulement 2002. Donc on peut dire qu'on est une profession jeune sur le territoire français. Sur cette même étude, 86% des Français font confiance à leur ostéopathe. C'est ce qui explique qu'on est une profession plébiscitée. Les Français viennent nous voir et visiblement sont satisfaits de ce qu'on peut proposer par notre pratique. On est également aidé par les mutuelles qui nous ont suivis depuis la légalisation de l'ostéopathie. On est une profession de soins qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ça étonne souvent les patients. Souvent, on me demande quand est-ce que l'ostéopathie sera reconnue. On est reconnu depuis plus de 20 ans, mais on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors, on pourrait débattre longtemps de ça. Moi, j'ai coutume de dire qu'on est un petit peu précurseur, on est en avance sur les autres, vu qu'il y a de plus en plus de choses qui sont déremboursées par la sécurité sociale et qu'on se retourne vers les complémentaires. Nous, on a pris un petit peu d'avance, on est déjà remboursé exclusivement par les complémentaires santé. Alors, ce développement, cette augmentation du nombre d'ostéopathes et du nombre de consultations d'ostéopathie, ça amène un développement de la profession et une diversification des lieux d'exercice. Même si on est une profession qui se fait principalement en cabinet libéral, on voit aujourd'hui de plus en plus d'ostéopathes dans les centres de soins, dans les maisons médicales, dans les centres hospitaliers, dans les maisons de retraite, dans tout un tas d'établissements, voire même également de plus en plus aussi en entreprise. De plus en plus d'entreprises ont leur ostéopathe qui va intervenir de manière plus ou moins récurrente en fonction de la taille de l'entreprise. Et je vous le disais, on est légalisé depuis 2002, c'est relativement récent, mais il y a encore un travail qui se fait et qui doit continuer à se faire sur la reconnaissance de la profession. On est une profession de soins qu'on classe souvent dans les médecines parallèles. J'aime pas trop ce terme personnellement, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il y a la médecine conventionnelle et puis il y a les autres. Nous, on est sur un espèce d'entre-deux. On ne fait pas partie des professions de soins qui sont pas du tout reconnues par la médecine, mais on n'est pas non plus une profession ni médicale ni paramédicale.
Donc il y a encore du chemin à faire pour cette reconnaissance-là. Alors aujourd'hui, concrètement, que fait un ostéopathe et où est la place de l'ostéopathie dans le circuit de soins d'un patient en France? Alors notre mot d'ordre, à nous, c'est avant tout la pluridisciplinarité. On fait plein de choses en ostéopathie, on voit des gens pour tout un tas de raisons, on est capable de suivre des patients pour des motifs divers et variés, à commencer par des douleurs, notamment des douleurs de dos. On vient beaucoup nous voir pour ça, mais pas que. Mais ce qui est primordial, ce que tout ostéopathe doit savoir et ce que nous, on explique toute l'année à nos étudiants, c'est qu'on se doit de travailler avec les autres professionnels de santé. Notamment, on se doit de savoir ce qui n'est pas de notre ressort. Les gens souvent nous disent « Ah, c'est fabuleux ce que vous faites, voire même vous faites des miracles ». On peut faire des super choses, mais par contre, non, on ne fait pas de miracles. Et surtout, ce qu'on fait, on fait en sorte de le faire de manière à ce que ça ne représente absolument aucun danger pour le patient. Alors ça, c'est permis par le fait que dans notre formation, on est avant tout préparé à pouvoir faire ce qu'on appelle un diagnostic d'opportunité, c'est-à-dire être capable de dire ce qui est de notre ressort, mais surtout ce qui ne l'est pas. Et j'ai même envie de vous dire avant tout ce qui ne l'est pas, pour pouvoir référer le patient chez d'autres professionnels, le cas échéant, à commencer par son médecin traitant. Alors, ça nous amène, pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion de consulter un ostéopathe, on est des professionnels très curieux, on pose beaucoup de questions. La consultation d'ostéopathie commence par ça généralement. On va poser tout un tas de questions sur le patient, sur ses antécédents, sur ses pathologies, pour justement être capable de savoir à quoi on a affaire et savoir que faire du patient, quelle conduite on doit tenir face à ce patient. Est-ce qu'on peut le prendre en charge directement ou est-ce qu'on doit l'envoyer passer des examens? Est-ce qu'on doit l'envoyer chez un autre professionnel? Alors, ce besoin de faire ce diagnostic d'opportunité, de savoir si on peut ou pas prendre en charge le patient, c'est aussi lié au fait qu'on est ce qu'on appelle des professionnels de première intention. C'est-à-dire que les patients viennent nous voir directement et non pas sur prescription du médecin. Ce qui là aussi est une sacrée particularité aujourd'hui pour notamment la plupart des professions paramédicales ou spécialisées. On passe d'abord par la case médecin traitant et ensuite le médecin traitant va réorienter. Alors il arrive fréquemment que les médecins traitants nous envoient des patients, mais on n'a pas cette nécessité d'avoir une ordonnance. Donc les gens viennent nous voir la plupart du temps directement, sans être forcément passés par leur médecin et sans avoir d'ordonnance. Donc nous, concrètement, un patient qui vient nous voir, on va faire un certain nombre de choses, mais la plupart du temps, on ne va pas le faire seul. On va le faire en collaboration avec d'autres professionnels, les médecins, les kinés, mais également d'autres professionnels de santé, tels que les infirmiers, les sages-femmes et bien d'autres. Alors, je vous le disais en introduction, en présentation, moi je suis enseignant, je suis formateur donc, dans une école d'ostéopathie. Je vais vous expliquer en quelques mots comment se passe cette formation, comment on prépare nos jeunes gens qui viennent nous voir après le bac pour devenir, au bout de 5 ans, des ostéopathes. Alors cette formation, je viens de vous le dire, elle se fait en 5 ans et elle se fait sur 3 piliers qui sont les cours théoriques, ce qu'on appelle les cours magistraux, les cours pratiques et la formation pratique clinique. C'est ce que vous voyez sur ce graphique avec les 5 années d'études, 1, 2, 3, 4, 5. Et ces 3 catégories, donc la première, les cours magistraux, les travaux dirigés et les heures de formation clinique qui sont au nombre de 1500. Alors sans vous faire un détail chiffré, ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est qu'on va avoir en début de formation énormément de théorie, beaucoup de cours magistraux en première et en deuxième année, beaucoup de pratiques et très peu de clinique. Et plus on va aller vers la 5e année, plus on va avoir de la pratique clinique. Alors, les cours magistraux, là aussi, sans trop rentrer dans le détail, ils se décomposent sur les 5 années selon ce graphique-là. Vous voyez qu'il y a une part très importante qui concerne les sciences fondamentales. Donc, sciences fondamentales, concrètement, c'est quoi? C'est apprendre le corps humain. C'est l'anatomie, la physiologie, la biologie, la biomécanique. Tout un tas de matières théoriques qui permettent de savoir comment fonctionne le corps humain. La deuxième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle la sémiologie, c'est l'étude des maladies. Ce corps humain, on a appris comment il fonctionnait,
eh ben, qu'est-ce qui se passe quand il fonctionne pas bien? Ces volumes importants en sciences fondamentales et en sémiologie, ben, c'est lié à ce que je vous disais précédemment, le fait que les patients viennent nous voir directement et qu'on doit être capable de savoir ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Alors, pour ce faire, à l'école, on a des professionnels qui sont des spécialistes. On a à peu près une grosse moitié d'ostéopathes, mais on a également des spécialistes de chaque domaine. Vous avez écouté juste avant un urologue qui est spécialisé dans son domaine, qui peut vous détailler tout concernant les chirurgies du rein et de la prostate. Et ben, nous, on fonctionne exactement de la même manière. On a des cours en urologie, ben, on va faire appel à ce genre de chirurgien, ce genre de médecin, et ce, dans tous les domaines. On a des cardiologues, on a des orthopédistes, on travaille justement avec tous les centres hospitaliers de la Loire, notamment énormément le CHU, pour avoir vraiment les spécialistes dans chaque domaine. On a beaucoup de théories, mais on a un métier pratique. Donc pour apprendre un métier pratique, eh ben, je vous le donne en mille, il faut pratiquer. Donc pour cette pratique, on va avoir énormément de cours qui vont permettre d'apprendre les gestes techniques qu'un ostéopathe va être amené à faire. Mais on a également dans la pratique énormément de manipulation de tous les concepts, toutes les notions qui sont vues de manière théorique. Pour rester justement sur les exemples que je vous ai donnés précédemment, l'anatomie, on l'apprend dans les livres, on l'apprend sur des ordinateurs, mais il y a également tout un tas de possibilités de pouvoir manipuler, comprendre cette anatomie, que ça soit le plus concret, le plus palpable possible. Donc là, sur les illustrations que vous pouvez voir, eh ben, on a là par exemple l'apprentissage de manipulation en ostéopathie. Ça, c'est un petit appareil avec lequel on travaille depuis quelques années. Pour les curieux, ça s'appelle un myoton. C'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus en recherche, qui permet d'évaluer l'élasticité des tissus et notamment des tissus humains. Donc ça, pour étudier justement l'effet des techniques ostéopathiques et les changements que ça peut apporter, eh ben, on a ce genre d'outils de joujou technologique qui nous rend bien service aujourd'hui. Alors, pour finir, la troisième catégorie qui apparaissait sur mon graphique, la formation pratique clinique. Alors, cette formation pratique clinique, elle se fait sur les 5 années d'études, à commencer par les premières où les étudiants vont être observateurs. Ils vont regarder les plus expérimentés faire, simplement être là en observateur. À partir de la 3e année, on va avoir ce qu'on appelle un apprentissage progressif, c'est-à-dire que les étudiants vont commencer à mettre la main à la pâte, vont commencer à traiter directement les patients, mais de manière très accompagnée. Donc ça va commencer par des petites parties de la consultation. De 3e année, quand ils arrivent en clinique, on va leur faire poser des questions aux patients. Ce qu'on appelle l'anamnèse, toute la phase de découverte de la problématique du patient, c'est les étudiants les moins expérimentés qui vont la faire, accompagnés d'informateurs et accompagnés d'étudiants plus expérimentés qui vont pouvoir compléter pour qu'on soit sûr qu'au bout du compte, toutes les questions ont été posées. En 5e année, là, on est sur une année de professionnalisation. Les étudiants qui ont fait cet apprentissage progressif vont traiter des patients du début à la fin de la consultation, tels qu'ils seront amenés à le faire quelques mois après dans leur cabinet. Alors, les petits chiffres que je vous ai mis à côté en rouge, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais je les ai quand même mis parce qu'on en est assez fiers à Saint-Étienne. C'est le nombre de consultations qu'on est capable de faire réaliser à nos étudiants. Le minimum légal, c'est 150 consultations en 5e année. Nous, on fait bien plus parce qu'on est capable de faire voir des patients à nos 4e et 5e années. Donc nos étudiants qui sortent de l'école ici à Saint-Étienne ont vu en général entre 220 et 250 patients sur leur cursus. Alors, je vais finir donc par vous parler des cliniques pédagogiques du SIDO. Donc on est une école implantée sur Saint-Étienne depuis les années 80, depuis 1987 pour être précis. Et on a aujourd'hui 2 cliniques pédagogiques. La première de ces cliniques, elle se situe sur le site historique de l'école, qui est dans le quartier de Montieu, ou la zone commerciale Style, pour ceux à qui ça parle plus. Pour nous trouver, le pont de l'Âne,
la côte qui va en direction de Saint-Jean-Bonnefond qui passe devant Style. On est juste après, avant de rentrer à Saint-Jean-Bonnefond. Alors je le précise parce que souvent les Stéphanois qui ont pas eu l'occasion de venir nous voir et qui pensent tout connaître de Saint-Étienne se disent mais c'est pas possible, j'ai jamais vu l'école. Alors on est dans cette zone-là, mais on est un petit peu caché sur la colline. Mais on n'est pas difficile à trouver. Donc comme je vous disais, on est présent depuis 1987 sur ce site-là et on a donc l'école et la clinique principale. Depuis 3 ans maintenant, depuis 2021, on a ouvert une deuxième clinique qui est du côté de l'hôpital Nord, du côté de Ratarieux. Donc là aussi, pour vous la situer, le casino Ratarieux, juste après, en face de Leroy Merlin. Alors, ces deux cliniques, elles nous permettent de disposer de 19 salles de consultation au total, ce qui nous permet d'effectuer 18 000 consultations par an. Ça, c'est les chiffres des dernières années. 18 000 patients ont consulté sur l'ensemble de nos cliniques. Ça permet, comme je vous disais, à peu près 240 consultations en moyenne par étudiant. On propose également, en plus de ces cliniques pédagogiques, des interventions sur ce qu'on appelle des stages externes, c'est-à-dire que nos étudiants se déplacent de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle en fonction des cas. On se déplace dans des centres hospitaliers, dans des cliniques, dans des maisons de retraite, dans des entreprises, sur des lieux de sport, de manifestations sportives, dans des clubs, tout un tas de lieux qui permettent d'aller directement voir les patients. Alors, pourquoi on fait ça? Déjà pour faciliter la vie à ces populations-là, notamment sur les maisons de retraite. C'est beaucoup plus commode que ce soit nous qui nous déplacions plutôt que les résidents. Et ça permet aussi à nos étudiants de pouvoir avoir un panel de patients spécifiques. C'est-à-dire que quand on est en clinique pédagogique comme quand on est en cabinet libéral, on voit tout type de patients. Là, le fait d'intervenir dans des structures particulières, ça permet d'avoir ce type de patients de manière plus approfondie. 99,1% de satisfaction, ça aussi, on n'en est pas peu fiers. Je discutais tout à l'heure avec un monsieur qui me disait sur le stand qu'il était venu 2 fois, que la deuxième fois, il était un petit peu déçu. Ça peut arriver. Mais globalement, on a la chance d'avoir des patients qui sont satisfaits. Et on fait tout pour, encore une fois. Nos étudiants on fait tout pour les former du mieux possible. Je pense qu'ils sont très bien formés. Et on fait en sorte qu'ils soient encadrés par des professionnels qui sont non seulement des bons pédagogues, mais également des très bons ostéopathes, ce qui permet sur les cliniques d'assurer un suivi vraiment de qualité. Alors, comme je vous disais, on intervient sur différents stages externes, notamment sur l'hôpital Nord. On a énormément de partenariats avec les centres hospitaliers du bassin stéphanois. L'hôpital Nord, l'hôpital Le Corbusier à Firminy, les centres hospitaliers du Forêt, la clinique mutualiste, mais également tout un tas d'institutions sportives ou d'entreprises également. On travaille avec de grosses entreprises telles que La Poste, la SNCF ou encore Michelin pour en citer quelques-uns. Alors, je terminerai en vous parlant d'un sujet qui est, je vais m'écarter un tout petit peu, mais c'est vraiment un sujet d'actualité en ostéopathie, c'est la recherche. Je vous le disais tout à l'heure, l'ostéopathie, c'est une profession qui s'est énormément développée ces 20 dernières années, mais qui a encore du chemin à faire. Et ça, aujourd'hui, ça passe par la recherche, ça passe énormément, même par la recherche. Donc nous, la recherche, ça commence à l'école, ça commence par les travaux de recherche qui sont obligatoirement faits par les étudiants. Un étudiant en ostéopathie, pour avoir son diplôme, il doit présenter un travail de recherche, un mémoire. Donc ça concerne les étudiants, mais ça vous concerne vous aussi, Stéphanois, patients des cliniques, parce que la mise en place des protocoles de recherche qui sont préparés par les étudiants se fait dans les cliniques avec un recrutement de patients volontaires qui est fait tout au long de l'année dans nos cliniques. On a également, je vous le disais, beaucoup d'enseignants spécialistes. Parmi ces enseignants, on a la chance d'avoir de plus en plus d'enseignants-chercheurs.
c'est-à-dire des ostéopathes ou des médecins qui sont également des professionnels de l'enseignement et la recherche et qui sont formés pour ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'ostéopathes qui sont également doctorants, qui ont des doctorats en droit, des doctorats en pédagogie, des doctorats en biomécanique et bien d'autres spécialités. Et ça nous permet aujourd'hui de publier de plus en plus. Aujourd'hui, en ostéopathie, il y a énormément de recherches qui sont faites, qui sont publiées, qui permettent de montrer ce qu'on fait et de faire avancer la profession. J'entends, moi, très souvent comme critique, l'ostéopathie n'est pas prouvée. Alors, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont pas allés sur les moteurs de recherche scientifiques depuis très longtemps. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont faites, même s'il y a encore énormément de travail. On est vraiment une profession qui tend à devenir de plus en plus scientifique et qui évolue grâce à la recherche. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci à vous. On a du temps pour des questions, si vous le souhaitez. Peut-être... oui, j'en ai. Je vais à la première personne, je reviens vers vous. Allez-y, madame. Bonjour. J'aimerais savoir comment trouver un ostéopathe qui cible certains domaines. Parce que moi, j'ai apparemment depuis 2 ans, d'après le centre de la douleur, le syndrome myofacial. Donc j'aimerais trouver un ostéopathe qui soit bon, parce que ça fait 2 ans que j'en peux plus de ces douleurs, et vers qui je m'adresse pour trouver un spécial ostéopathe qui fait le syndrome myofacial. Alors, je vais pouvoir vous apporter plusieurs réponses. La première des réponses, pour trouver un bon ostéopathe, il faut être attentif à sa formation. Je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Un ostéopathe formé par une école telle que l'école de Saint-Étienne, c'est déjà un gage de qualité. Alors, aujourd'hui, les ostéopathes en exercice, on est sur des ostéopathes qui, la quasi-totalité, ont été formés en 5 ans, ce qui est le cas en tout cas pour les ostéopathes exclusifs. Les ostéopathes qui ont été formés en moins d'années, ce sont des ostéopathes qui font une autre profession ou alors qui ont été formés il y a très longtemps, quand la profession n'était pas encore réglementée. Donc je pense que le premier gage de qualité, c'est un ostéopathe exclusif qui fait que de l'ostéopathie et qui a été formé en 5 ans. Ensuite, sur la prise en charge spécifique de telle ou telle pathologie, il faut se rapprocher des professionnels et tout simplement leur poser la question. Alors aujourd'hui, la majorité, on est trouvable sur Doctolib, avec dans les fiches généralement un petit peu de détail des spécificités, qui fait quoi précisément. Alors les ostéos qu'on forme nous aujourd'hui sur Saint-Étienne, même si en sortant de l'école, ils ont bien évidemment que peu d'expérience, ils sont habilités à vraiment travailler sur tout type de public. Que ce soit des patients, on va dire lambda, adultes, dans la fleur de l'âge, mais également des jeunes, des enfants, des nourrissons et des personnes beaucoup plus âgées. Donc nous, on fait en sorte vraiment qu'ils aient ce bagage très complet pour travailler sur toutes les populations et également sur tous les types de pathologies. Mais pour répondre vraiment précisément à votre problématique, je pense qu'il faut essayer de trouver un de ces professionnels bien formés et ensuite poser la question. Le plus simple, exactement, mais il faut prendre un petit peu le temps de regarder déjà la formation, le nombre d'années d'études, ça c'est vraiment pour moi le minimum qu'il faut regarder. Ostéopathe exclusif formé en 5 ans, et ensuite, je sais pas si je devrais le dire, mais je vais le dire quand même, sur la région, formé au SIDO Saint-Étienne, c'est une bonne carte de visite. Donc je vous ai pas menti alors. Alors c'est ça sur les cliniques. On fonctionne sur un principe qui se veut un maximum gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les étudiants ont besoin dans le cadre de leur formation de vous avoir comme patient, mais vous en tant que patient,
il faut accepter que vous avez affaire à des étudiants en formation, même si on fait notre maximum pour que tout se passe parfaitement bien. Des fois, c'est vrai qu'on va avoir des étudiants à certains moments de leur formation qui vont être un petit peu moins performants. Donc, il peut y avoir un ressenti un petit peu différent d'une consultation à l'autre. On essaie de faire en sorte, quand vous êtes avec un praticien qui vous a convenu, sur la durée de ses études, c'est tout à fait possible de revenir avec le même praticien. Je crois que madame, vous aviez une question. Moi, je voulais vous demander, les promotions sont de combien? Est-ce que c'est suffisant? Et surtout, le coût des études pour 5 ans, école privée. Oui. Alors, c'est une très bonne question. C'est une école privée. Donc, toute école privée, ça a un coût. Alors, non pas que les autres formations coûtent rien, mais les autres formations, c'est la collectivité qui paye. Moi, j'aime bien faire le comparatif avec la fac, par exemple, la fac de médecine. Une année en fac de médecine, c'est à peu près 14 000 € le coût par étudiant. Sauf que les étudiants en médecine ne payent absolument pas 14 000 €, c'est la collectivité qui paye. C'est vous et moi avec nos impôts. Une école d'ostéopathie, on est aux alentours de 10 000 € l'année. Donc c'est les standards sur les écoles privées, on est plutôt sur la fourchette très basse. Aujourd'hui, une école de commerce, c'est entre 15 et 20 000 € l'année. Mais c'est sûr que c'est un coût qui est absolument pas négligeable. Alors moi, ce que je trouve bien aujourd'hui, c'est que même si c'est une formation privée, le fait que la profession soit démocratisée, c'est absolument pas une formation élitiste. La majorité de nos étudiants, c'est pas du tout des étudiants qui sont des riches héritiers, ou alors avec les parents qui peuvent assumer. On a beaucoup d'étudiants qui font des prêts, qui travaillent en parallèle de leurs études. Donc c'est un fait, le fait que les études coûtent cher. Mais Dieu merci, pour l'instant, ça restreint pas ou peu l'accès à la formation. Les promotions sont combien? Vous sortez de 5 ans à combien? On est là actuellement, on est sur des promotions d'à peu près 70-75 étudiants par an. Ça suffit, oui, ça suffit. Ça suffit, je dirais même qu'on a beaucoup d'ostéopathes en France. Oui, l'ostéopathie ne fait pas partie des professions qui sont touchées par des pénuries, au contraire, je crois. Hein. Non, alors nous on a le problème inverse que les médecins. Les médecins voudraient qu'on augmente le numerus clausus pour qu'il y ait plus de médecins. Nous on a plutôt le souhait inverse. Nous on voudrait que la profession soit encore plus restreinte. Ce qui se fait petit à petit, et ce qui va se faire là dans les années à venir, mais pour l'instant non, on ne manque absolument pas d'ostéopathes. On est bien à la journée de la santé aujourd'hui, et du coup vous évoquiez tout à l'heure le fait que les patients que vous pouvez recevoir, le mal de dos est quand même quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mal de dos? C'est peut-être le mouvement d'abord aussi. Allez voir un ostéopathe. Non, alors le mal de dos, c'est un problème qui est complexe. Quand on dit le mal de dos, c'est au sens très large du terme. Il y a 1000 maux de dos différents, et la plupart du temps, c'est multifactoriel. Donc, parmi les réponses qu'on peut évoquer, le mouvement, bien évidemment. C'est pas un ostéopathe qui vous dira que il faut pas du mouvement. C'est notre moyen d'action. Nous, justement, ce qui va faire qu'on va aider les patients, c'est qu'on va travailler sur la mobilité du corps. Donc là où par contre on encourage les patients à faire de l'exercice, c'est que nous, ce qu'on va faire, le but c'est avant tout de donner un coup de pouce, de donner une plus-value pour que le patient puisse derrière lui librement reprendre des activités, et bien sûr qu'on encourage l'activité, bien entendu. Merci. Quelle est la différence entre une consultation en clinique pédagogique et chez un ostéopathe en profession libérale? Alors, la première différence, c'est que quand vous allez en cabinet libéral, vous choisissez votre praticien. Vous choisissez d'aller avec un tel ou un tel. Là, en clinique pédagogique, vous allez dans une clinique, donc vous ne choisissez pas directement votre praticien. Donc, vous allez avoir un étudiant en cours de formation. Et en fonction du moment où vous allez venir, vous allez avoir soit un étudiant qui est à quelques semaines de passer son diplôme, soit un étudiant qui est un petit peu moins expérimenté. Ça, c'est la première des différences. Ensuite, le fait qu'on soit sur des étudiants novices en cours de formation, ça va faire des durées de consultation généralement un petit peu plus longues. Là où une consultation chez un praticien en cabinet libéral, ça va durer entre 30 et 45 minutes. En clinique pédagogique, on sera plus aux alentours d'1 heure, voire 1h15, parce que l'étudiant va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Il va être amené parfois à sortir de la salle de consultation pour aller faire un débriefing à son formateur,
pour pouvoir justement lui expliquer votre cas et avoir l'aval du formateur pour pouvoir continuer la consultation. J'ai une dernière question ici, madame. J'ai vu sur votre vidéo, vous parliez tout à l'heure que vous recrutiez des patients lorsque des étudiants font des mémoires. Ces patients, vous les prenez où? Est-ce qu'on peut, le public peut se porter volontaire? Alors, les recrutements se font en fonction des problématiques qui vont concerner le sujet de recherche des étudiants. Donc, un étudiant qui va faire, je vous dis n'importe quoi, une étude sur les douleurs du coude, il va chercher des patients souffrant de douleurs du coude. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise beaucoup nos canaux de diffusion, à commencer par nos cliniques pédagogiques et également ce qu'on peut faire chez les partenaires chez qui on intervient. Après, il y a parfois des études qui vont se faire de manière plus spécifique sur des pathologies plus rares. Et là, les étudiants se mettent en communication avec les services spécialisés pour pouvoir recruter les patients. Alors, disons qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un travail spécifique sur votre pathologie, mais là où ça peut éventuellement être une opportunité, si vous êtes habitué à venir à la clinique, c'est glisser l'idée justement aux étudiants et aux formateurs sur place. Ça peut justement être l'opportunité de proposer une recherche sur ce type de problématique. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne saurais pas vous dire s'il y a actuellement des travaux qui sont faits à l'école sur cette thématique, mais de mémoire, ça a déjà été fait, il y a quelques années. Je vous en prie. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous.